Bonjour. Je voudrais d'abord remercier M. le sénateur de me donner la chance d'entrer dans ces lieux que je n'aurais sans doute pas pu visiter autrement. Dr Guérin-Violaine, merci beaucoup de cette invitation à participer à vos assises. C'est vraiment un très grand honneur pour moi. Puis je voudrais remercier l'ensemble des membres de votre organisation. Alors, j'espère que mon petit accent québécois va vous susciter suffisamment d'attention pour rester éveillé pour la prochaine demi-heure et m'accompagner après manger. Des fois, c'est un peu plus difficile. Alors voilà, je vais vous parler aujourd'hui du vécu traumatique et du soutien offert par les parents non agresseurs à travers plusieurs études que j'ai menées au Québec avec mes collègues, avec les milieux d'intervention aussi, parce qu'on a la chance de travailler en étroite collaboration avec plusieurs milieux et plusieurs travaux de mes étudiants aussi qui se retrouvent dans cette présentation. Je vais aborder rapidement le rôle du soutien des parents. On va parler de l'importance du rôle des parents. Je vais aussi vous parler de l'impact de la révélation sur les parents au niveau de la santé mentale, mais aussi de la santé physique, qui est une dimension qui a été oubliée, qui n'avait pas été vraiment mesurée jusqu'à maintenant auprès des parents. On a parlé de somatisation ce matin, donc ça permet de garder aussi un fil conducteur. Je vais vous parler un peu du soutien des parents, plus précisément des types de soutien, mais du soutien spécifique. Et c'est quoi les déterminants du soutien? Qu'est-ce qui permet à un parent d'être soutenant ou de ne pas l'être envers son enfant? Et je vais aborder brièvement quelques pistes d'intervention pour les parents. J'ai sauté une diapositive, ça ne va pas bien. Voilà. Alors, on sait que la réaction du parent est importante pour soutenir l'enfant, notamment parce que souvent, les parents sont les premiers à recevoir les révélations des enfants. Ceci est plus vrai quand c'est des jeunes enfants. Les adolescents ont plus tendance à se confier à d'autres pères, donc à leurs amis. Mais chez les plus jeunes, c'est souvent le parent qui va recevoir la révélation de l'enfant. Donc, sa réaction, en termes de croire ou pas l'enfant, d'essayer d'entamer des démarches est vraiment primordiale. Et on sait que chez les enfants qui sont perçus comme n'étant pas soutenus par les parents, c'est souvent le premier motif pour retirer les enfants de la famille et de les placer à l'extérieur de la famille. Donc, le soutien est important. On sait aussi que les enfants qui ne sont pas soutenus ont plus de séquelles. Ce n'est pas toujours visible au moment des agressions sexuelles, mais toutes les recherches sur les survivantes adultes qui nous parlent de la façon dont elles ont été accompagnées ou non par leurs parents témoignent du fait que l'absence de soutien, le fait de ne pas avoir été cru, laisse des séquelles beaucoup plus importantes chez ces victimes-là à l'âge adulte également. On ne peut regarder le rôle du père en termes de soutien. La majorité des recherches qui ont été faites à ce jour portent surtout sur les mères. Et ça, c'est probablement les reliquats des premières études qui portaient sur les cas d'inceste où c'était le père qui était l'agresseur. On sait maintenant, en tout cas moi, dans les données que j'ai au Québec, que les pères représentent 16 à 20 24 peut-être, des cas d'agression sexuelle. Donc, les enfants sont agressés par beaucoup d'autres personnes que les pères. Et dans les mesures où ce n'est pas le père qui est l'agresseur, ça peut être un frère, ça peut être un beau-père, ça peut être un oncle, une tante, donc quelqu'un à l'extérieur de la famille, le père pourrait jouer un rôle important. On sait qu'au niveau du développement des enfants, la présence du père est très importante pour permettre le développement cognitif, affectif, comportemental des enfants. Et on sait aussi par les recherches que quand le père est présent dans la vie et le quotidien de l'enfant, les enfants ont moins tendance à avoir des symptômes de troubles intériorisés. Donc, on parlait d'anxiété, de dépression, problèmes de concentration, d'attention ou de troubles extériorisés qui sont des comportements d'agressivité, de colère, voire de délinquance. Alors, dans les études que j'ai essayé de mener au Québec, on a tenté d'avoir aussi la collaboration des pères non agresseurs de ces enfants-là. On a recruté 109 mères et 43 pères qui étaient en moyenne âgés à la fin de la trentaine. Donc, les femmes étaient un petit peu plus jeunes, 35 ans, les hommes un peu plus vers 38-39 ans. Les enfants de ces parents-là avaient en moyenne 9 ans. Donc, on avait des enfants de 3 ans à 12 ans. Et au moment des agressions sexuelles, les enfants avaient en moyenne 6 ans.
Les agressions étaient dans 41 des cas, il y avait eu quelques agressions et dans 36 des cas, les agressions étaient régulières, donc très fréquentes. Fait qu'on n'est pas surpris que quand on a des agressions répétées comme ça, de trouver aussi que les gestes commis sont des gestes beaucoup plus graves, avec des tentatives de pénétration ou des pénétrations, peu importe la forme de la pénétration. Alors, la première chose qu'on a voulu voir dans cette étude-là, c'est est-ce que les pères et les mères réagissent de la même façon? Est-ce qu'ils sont impactés de la même façon par la révélation de l'agression sexuelle? Alors, au plan de la santé mentale, on a regardé la détresse psychologique, l'état de stress post-traumatique lié au dévoilement spécifiquement, les épisodes dépressifs et l'anxiété généralisée. Un des problèmes qu'on a quand on fait de la recherche sur les parents des enfants agressés sexuellement, mais même avec les enfants, c'est qu'on n'a pas de mesure de ces gens-là avant l'agression. Donc, c'est très difficile on les voit à un moment X où ils viennent de subir un choc énorme et on a tendance à attribuer leurs symptômes au choc, mais on ne sait pas si avant quel était leur état de santé. Alors, ce que j'ai fait pour pallier un petit peu à cette faiblesse-là, c'est que j'ai pris des données sur la population normale, pour qu'on puisse au moins comparer ces parents-là à la population normale sur les mêmes instruments. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Alors, si on regarde ici pour les mères, on voit que 50 des mères rapportent de la détresse psychologique au cours des 7 derniers jours. De la détresse psychologique, c'est avoir des symptômes anxieux, dépressifs, des problèmes de concentration, de l'agressivité. Et par rapport à la population générale, on voit que c'est 2 fois plus de mères. J'ai oublié de vous dire aussi, ces données-là, quand on a rencontré ces parents-là, ça faisait en moyenne déjà 9 mois que le dévoilement de l'agression avait eu lieu. Donc, ce n'est pas la réaction immédiate. On n'est pas dans l'état de choc, mais on voit que 9 mois plus tard, il y a encore la présence de symptômes qui sont assez importants pour les mères. Chez les pères, on voit que les seuils sont beaucoup plus bas, donc 30 de nos pères, mais c'est 2 fois plus que la population générale. Donc, on voit aussi que les pères sont impactés au niveau de la détresse. Au niveau de l'état de stress post-traumatique, on a à peu près 15 de nos mères qui en rapportent. C'est un peu plus que la population générale. Chez les pères, on est au même niveau que dans la population générale. Alors, pour le premier, pour la détresse psychologique, on a vraiment une différence significative entre les pères et les mères. Les mères apportent plus de symptômes. Pour l'état de stress post-traumatique, il n'y a pas vraiment de différence. Au niveau de l'état dépressif, bien là aussi, on voit que les mères sont très impactées. Elles rapportent beaucoup de symptômes de dépression. C'est près de 45 48 de notre échantillon. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que dans la population générale. Pour les pères, c'est également beaucoup plus que dans la population générale, mais là aussi, on a une différence significative. Les pères rapportent moins de symptômes que les mères. Au niveau de l'anxiété généralisée, les mères ont beaucoup plus de symptômes d'anxiété, bien que c'est à peu près à 8 mais c'est plus que dans la population générale. Et chez les pères, en fait, ils en ont moins que dans la population générale. Donc, on voit que dans l'ensemble, les parents vivent certains problèmes de santé mentale à la suite de la révélation de l'agression sexuelle. Et là, on parle de 9 mois plus tard. Et les mères ont plus de symptômes de détresse et de dépression que les pères. Je vous ai dit, on n'a jamais regardé la santé physique. Pourtant, c'est important, la santé physique. Si vous avez des maux de tête continuels, si vous avez des problèmes de sommeil parce que vous faites des cauchemars, des mauvais rêves, bien, vous n'aurez pas la même disponibilité à votre enfant de la même façon que si vous avez des symptômes psychologiques. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de voir ce qui se passait au niveau de la santé physique des parents. Alors, ce qu'on voit, c'est que chez les mères, 51 des mères nous rapportent qu'elles étaient en excellente ou en très bon état de santé physique avant le dévoilement, et elles sont plus que 36 à juger que leur état est excellent ou bon. Et on voit que 14 disaient avoir une santé mauvaise ou passable, et ce taux-là a augmenté à 27 Donc, le dévoilement de l'agression sexuelle a un impact sur la perception de l'état de santé physique des parents. Et nos mères, à 36
sont vraiment rendus en dessous de la norme de la population générale. Chez les pères apportaient en règle générale une meilleure santé que la population normale. La différence n'est pas vraiment significative, mais on voit ici aussi qu'on a à peu près une baisse de 10 là, ceux qui disaient être en mauvaise santé, ça n'a pas augmenté, mais les pères perçoivent en moyenne avoir perdu un peu de leur état de santé physique. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de différence et il y a une baisse d'environ pour 10 à 15 des parents qui vont rapporter être en moins bonne condition physique qu'ils l'étaient auparavant. Pour la santé physique, si on essaie de voir comment ça on propage dans le temps. On a ici la première colonne, c'est avant le dévoilement. Ça, c'est 9 mois plus tard, 6 mois après le premier 9 mois, puis un autre 6 mois après, donc 1 an après le premier temps de mesure. Fait qu'on voit au fond que la baisse est à peu près 10 mais que l'état de santé ne revient pas tout à fait à ce qu'il était au départ, et ça, même une année et demie plus tard, presque 2 ans plus tard. Pour les pères, c'est le même scénario. Leur état de santé était meilleur au départ. La chute est à peu près de 10 à 15 mais on voit qu'eux aussi n'arrivent pas à retrouver un état de santé qui était comparable à ce qu'ils avaient avant le dévoilement de l'enfant. Alors, on voit qu'un nombre important de parents vivent un état de crise qui se répercute sur leur santé physique et aussi sur leur santé mentale. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'ensemble des parents. On a probablement 15 à 20 de parents plus fragiles pour qui cette diminution de l'état de santé physique et mentale persiste 9 mois après le dévoilement de l'agression. Et comme je vous dis, pour la santé physique, on sait que c'est un peu plus étendu dans le temps. Fait qu'on pourrait penser qu'un suivi médical auprès de ces parents-là, qui tiennent compte de leur situation de crise dans laquelle ils sont, pourrait les aider à mieux s'adapter. Donc, peut-être pouvoir donner une médication qui peut être légère ou au moins des explications sur comment essayer de retrouver un sommeil, comment retrouver certaines habitudes de vie qui soient plus adaptées pour leur permettre de se remettre de la situation. La dépression, la colère, la culpabilité sont des émotions qui affectent beaucoup les parents et dont il faut parler avec eux. Les parents se sentent coupables. Je vais vous montrer des extraits d'entrevues qualitatives, mais je pense que les parents ont besoin de pouvoir ventiler pour eux, pour pouvoir aussi regagner un peu de leur santé. Et des stratégies pour composer avec les symptômes physiques pourraient être facilement envisagées, pourraient leur être données. Le problème qu'on a avec les parents, quand on les rencontre, et les parents dont je vous parle sont venus dans un centre d'aide pour les enfants. Donc, c'est un centre où on essaie de regrouper sous le même toit tous les services qu'un enfant peut avoir besoin. Donc, les policiers viennent voir les enfants pour faire les auditions sur ce lieu-là. Et ensuite de ça, il y a une équipe médicale qui prend en charge les enfants. Il y a des psychologues, sexologues, travailleurs sociaux qui peuvent offrir une psychothérapie aux enfants. Et les procureurs pourraient aussi, au besoin, venir rencontrer les enfants dans le même endroit. Le problème qu'on a, c'est que même si on voit que les parents ont certaines difficultés, on a beaucoup de difficultés à les mobiliser, à s'occuper d'eux. Et souvent, les parents vont nous dire, bien, il faut déjà que je vienne ici pour mon enfant une fois par semaine, il faut que j'aille chez les procureurs ou il faut que j'aille... donc, je m'occupe de mes enfants, puis après ça, pour moi, on verra. On a quand même dans cette population-là près de 48 des mères qui ont elles-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Et chez les pères, on est à peu près à 12 Fait qu'on peut penser que pour ces parents-là, le fait d'apprendre que leur enfant est agressé, ça ravive aussi leur propre situation de dévoilement, souvent qui n'a pas été connue parce qu'elles ne l'ont pas divulguée, ou si elle avait été connue, qui n'a pas toujours été prise en charge, elles n'ont pas toujours eu les services dont elles auraient pu avoir besoin pour les femmes et pour les hommes aussi, mais d'essayer de les mobiliser aussi à prendre soin d'eux à cette période-là. C'est assez difficile parce qu'ils veulent mettre leur énergie à s'occuper de leur enfant. Et ils ont parfois de la difficulté à voir que le fait d'arriver à prendre un peu plus soin d'eux, ça leur faciliterait aussi la tâche à prendre soin des enfants. Donc ça, c'est un défi, je trouve, pour les intervenants d'arriver à
aider ces parents-là à mieux composer avec leur vécu. On voit bien à travers les analyses qualitatives que je vais vous présenter que les parents sont vraiment pris dans un processus de deuil qui va s'étendre sur une période plus ou moins longue, ou après avoir vécu un état de choc, ils vont passer à travers une période de colère, une période de détresse avant de trouver un certain apaisement. Et cet apaisement-là peut survenir de façon plus ou moins rapide, étant donné tout ce qui se passe autour. Je ne vous ai pas dit au départ, mais j'aurais dû le mentionner. Le dévoilement de l'agression sexuelle, bien, vous le savez, vous travaillez dans le domaine, c'est le premier événement d'état de choc pour le parent. Mais après ça, il y a toutes sortes d'autres choses qui vont arriver. Il y a le témoignage, il y a l'entrevue avec les policiers, c'est stressant. Il y a éventuellement des témoignages à la cour, des poursuites qui peuvent être entreprises. Souvent, quand l'agression est au niveau intrafamilial, bien, les disputes entre les frères et sœurs, parce que c'est le grand-père qui a agressé, le fait de briser des relations d'amitié, ou souvent les parents vont perdre beaucoup de sources de soutien quand les agressions sont à l'intérieur de la famille, parce que ça crée des conflits avec les autres adultes de la famille, donc souvent les frères et sœurs. Des fois, les parents vont déménager pour préserver le silence autour de l'enfant, pour pas que ça soit connu de l'enfant. Les parents vont divorcer, donc ça aussi, ça amène des pertes financières, des déménagements. Fait que, il faut comprendre que l'agression sexuelle, la révélation de l'agression sexuelle, c'est un premier événement, souvent d'une longue suite d'événements stressants qui vont s'introduire dans la vie de ces parents-là, ce qui peut expliquer que 9 mois plus tard, les parents ont encore des difficultés au niveau physique et psychologique. Par rapport à l'enfant, c'est vraiment un processus aussi de deuil. Alors, au niveau du choc, les parents vont nous parler beaucoup de la perte d'un enfant naïf et innocent. On a abîmé leur enfant. Hein, mon enfant, on l'a rendu un adulte, on l'a mis à un niveau adulte, donc on a forcé quelque chose et cet enfant-là aura perdu sa naïveté, son innocence. Il y a une prise de conscience graduelle aussi qui se fait. Parfois, les parents ont de la difficulté au départ à croire que ça a pu arriver à leur enfant. Et ça vient beaucoup avec le sentiment de trahison et de déception. Comment il a pu faire ça à mon enfant? Pourquoi il a fait ça? Qui est un questionnement qui est très, très important chez les parents et qui est difficile à calmer et à apaiser parce qu'on trouve rarement une bonne réponse sur pourquoi il a fait ça à mon enfant. La colère, la frustration, les mères et les pères vont parler de rage. Je vais vous montrer dans les vignettes qui suivent. Ce qui est peut-être particulier chez les pères, c'est qu'ils sont plus proches de passer à l'acte. Les femmes ont beaucoup de fantaisie au niveau de leur rage, au niveau de la vengeance, alors que les hommes sont beaucoup plus proches de passer à l'acte. Blessure à l'estime de soi aussi, vraiment le sentiment profond d'avoir été un parent incompétent, de ne pas avoir été à la hauteur parce que j'ai pas vu ça. Ça se passait dans ma maison ou ça se passait avec mon père quand je faisais garder mon enfant, mon père, donc le grand-père de l'enfant, mais le fait de ne pas avoir vu ça. Un peu comme si les parents ont le fantasme que tous les agresseurs se promènent avec le mot agresseur décrit dans le front et que ça devrait se voir et qu'on aurait dû le savoir, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je vous ai mis des illustrations à partir d'entrevues cliniques, semi-dirigées qu'on a fait avec les parents. J'ai été presque 2 heures dans le bureau de la direction avant de sortir de là, tellement j'allais été en état de choc. J'ai eu des maux de tête, des nuits blanches, j'ai pleuré. Donc, on voit bien l'arrivée de somatisation. Tu rôdes autour de la maison, tu espères qu'ils sortent pour pouvoir y mettre ton poing dans la figure. Donc, cette rage, ce besoin de vengeance. Le temps qu'on passe à chercher des moyens ou des façons de se venger, on perd du temps avec l'enfant. C'est un combat contre soi-même. Donc, d'essayer de mettre son désir de vengeance de côté pour prendre du temps et s'occuper de l'enfant. Mais là, tu ne penses pas à te venger parce que tu penses à elle. Il faut que je l'aide, il faut que je la sorte de là pour qu'elle soit mieux. Et moi, en dedans, j'essayais juste de survivre. C'était juste ça. J'étais en mode survie. Fait qu'on voit bien l'état de tumulte important que vivent les parents.
Au niveau de la détresse psychologique aussi, ça ressort beaucoup dans les entrevues, des symptômes de stress post-traumatique, d'intrusion, beaucoup d'états anxieux, dépressifs, ce sentiment de culpabilité. Puis l'apaisement va venir, comme je vous dis, tranquillement. Et en ce sens-là, le fait de pouvoir en parler, d'avoir des intervenants compréhensifs qui ne jugent pas, qui ne blâment pas, peut aider les parents à accepter que ça s'est passé, puis que l'enfant on peut faire quelque chose avec l'enfant pour qu'il aille mieux, puis on peut essayer de poursuivre malgré tout. Ce qui nuit beaucoup à l'apaisement, c'est l'absence de reconnaissance des faits. Et là, pour les pères particulièrement, le processus judiciaire est comme important. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui s'enclenche et qui n'aboutit pas, qu'il n'y a pas de condamnation, que les procédures, il y a une enquête, mais on décide de ne pas porter d'accusation parce qu'on n'a pas de preuves hors de tout doute pour pouvoir fonctionner. Pour beaucoup de parents, ça crée une blessure, comme si on ne reconnaissait pas qu'une agression avait eu lieu. Puis tranquillement, les parents nous parlent d'un certain retour à un équilibre, mais qui ne sera jamais l'équilibre du départ. Donc, je me demandais qu'est-ce que j'aurais pu faire. Au début, je m'en suis voulu aussi. Pourquoi je ne l'avais pas vu venir avant? Cette croyance-là est vraiment très, très, très ancrée et très répandue. J'ai dû me battre contre ma culpabilité. Ce qui me grugeait, c'était la culpabilité. Je ne pouvais pas concevoir de m'être fait avoir. Qu'ils me disent la vérité en parlant de l'agresseur, ça m'aurait apaisé. On aurait fermé la boucle. Je souffre de ça. Je veux cette vérité-là pour arriver à donner un sens à tout. Fait que même si on croit que l'enfant, mais dans la mesure où l'agresseur ne veut pas avouer ou reconnaître, ça demeure difficile pour les parents. Ils ont arrêté les procédures parce qu'il manquait de preuves hors de tout doute. Il n'y a plus de procès. Je me suis sentie très frustrée, déçue, découragée, démoralisée. Donc, comme les procédures judiciaires viennent tard, hein, ça vient souvent 1 an, 2 ans. Chez nous, ça peut être 3. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais ça veut dire que ces parents-là restent souvent avec cette blessure ouverte-là, en espérant que le processus judiciaire va fermer la boucle. Et parfois, ça ne le ferme pas. Alors, voilà pour la situation au niveau de la santé physique et mentale. Je vais vous dire un mot rapide sur le soutien. On pourrait regarder plusieurs dimensions du soutien, mais j'avais prévu que je n'aurais pas beaucoup de temps, fait que j'ai juste mis le soutien spécifique et j'ai bien fait parce que même là, je n'aurais pas assez de temps. Donc, on a regardé le fait de croire. Est-ce que les parents croient les enfants? La bonne nouvelle, c'est qu'au moins 80% des mères et 85% des pères ont cru l'enfant dès que les enfants ont commencé à parler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un doute sur le coup, tu es certain que c'est vrai, mais quand l'enfant a élaboré un peu, les parents ont cru. On voit qu'avec le soutien, par exemple, avec le temps qui passe, 6 mois plus tard, le fait de croire augmente. Fait qu'il reste quand même 20% des parents qui ont plus de difficultés à croire, et je pense que notre travail comme intervenant auprès de ces parents-là, c'est de les aider à pouvoir reconnaître le vécu de leur enfant. Au niveau du soutien émotif, on voit qu'environ 60% des mères, 50% des pères sont capables de donner un soutien émotif, c'est-à-dire accompagner l'enfant dans ce qu'il vit, l'écouter quand il a le goût d'en parler, l'accompagner quand il pleure, essayer de le consoler, mais pas être intrusif, il faut le faire parler à tout prix de ce qu'il a vécu non plus. Donc, on voit que ce soutien-là est quand même plus faible, mais avec l'aide de la thérapie et de l'accompagnement qui peut se faire avec les intervenants, les parents progressent, développent des outils pour le faire. Les actions de protection sont quand même assez bonnes, donc les parents, en règle générale, sont protecteurs, vont empêcher les contacts avec l'agresseur, vont être un peu plus vigilants ou attentifs à où est l'enfant avec qui il est. Donc ça, c'est quand même assez bien en place. Et pour rechercher des services pour eux ou pour le reste de la famille aussi, on a au moins le 3/4 des parents qui sont présents. Fait qu'on voit surtout qu'au niveau de croire, il y a un petit nombre de parents qui ne croient pas, qui ont vraiment besoin de l'aide, d'être entourés par des intervenants pour les aider à les convaincre que oui, c'est ça qui est arrivé et que l'enfant ne raconte pas n'importe quoi. Au niveau du soutien émotif, on voit que là, les parents ont vraiment besoin de plus d'aide. Ce qu'on voit dans les verbatim, que je n'aurai pas le temps de vous présenter, c'est je ne savais pas comment y parler de ça. Je ne savais pas quoi lui dire pour la consoler. J'aurais voulu lui parler de la sexualité pour y expliquer ce qui est arrivé, mais je ne sais pas comment faire ça. Et donc, les parents sont vraiment beaucoup plus démunis à ce niveau-là, mais ils prennent des actions pour protéger leur enfant.
Qu'est-ce qui permet de croire l'enfant? Bien, plus l'enfant est jeune, plus les parents croient facilement qu'il y a eu une agression sexuelle. C'est plus compliqué avec les adolescents. Et quand les parents ont des symptômes d'état de stress post-traumatique eux-mêmes, habituellement, ils croient plus facilement. Fait qu'on peut penser que c'est des parents qui ont été plus impactés aussi par le dévoilement. Au niveau du soutien affectif, c'est d'avoir une cohésion familiale élevée. Donc, meilleure est la cohésion, plus ces enfants-là reçoivent un soutien émotif. On peut penser que si la cohésion est élevée, c'est des familles qui sont ensemble ou des familles reconstituées dans lesquelles il n'y a pas trop de disputes. On a quand même près de la moitié de notre échantillon qui sont des familles monoparentales. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer pour un parent, un homme ou une femme qui est tout seul. Au niveau des actions de protection, le fait d'avoir des symptômes de stress post-traumatique, un enfant plus jeune, une bonne cohésion familiale, et si l'enfant vit avec l'agresseur, ça va monopoliser plus les parents pour essayer de protéger l'enfant. Et pour la recherche de services, le fait d'avoir un revenu familial plus élevé, bien que chez nous, au Québec, les soins sont gratuits, sauf que des fois, il y a des listes d'attente assez longues. Le fait d'avoir un enfant plus âgé et la sévérité de l'agression sont des prédicteurs du fait d'aller chercher plus de services pour les parents. Donc, en conclusion, les parents vivent vraiment une traumatisation secondaire et il y a la mise en place d'un travail de deuil, de la perte, comme je vous dis, de l'enfant innocent et naïf qui s'effectue tant chez les pères que chez les mères. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de différence. Le dévoilement est vraiment vécu comme un élément de rupture dans le lien avec l'enfant qui nécessite une adaptation à une autre réalité. J'ai échoué dans ma tâche de protecteur, mon enfant n'est plus le même. Donc, il y a vraiment une nouvelle adaptation qui doit se créer. Dans l'ensemble, on a noté une bonne capacité de soutien des pères et des mères. Évidemment, c'est une population qui est venue chercher des services. Quelques-uns ont eu le bras un petit peu tordu par les intervenants des centres jeunesse pour leur dire il faut que vous alliez chercher des services pour votre enfant. Mais donc, c'est sûr que dans cet échantillon-là, il y a des parents qui ne sont pas soutenants, ça existe. Mais comme ils ne sont pas soutenants, on a des difficultés à les détecter, à les dépister, puis à aller chercher des données chez eux aussi. Mais quand même, on voit bien que dans l'ensemble, les parents croient leurs enfants, sont soutenants et veulent se prendre en main pour les aider le plus possible. Même chez les parents qui recherchent des services pour leurs enfants, il y a un petit nombre qui présentent des difficultés personnelles et donc il faudrait s'occuper de ces parents-là, mais qui ont aussi de la difficulté à offrir un soutien optimal aux enfants. Donc, les parents ont vraiment besoin de pouvoir être accompagnés pour faire du sens avec ce qui vient de se passer, pour essayer de comprendre, pour essayer de se déculpabiliser. Ça va laisser un petit peu de place pour comprendre aussi les besoins de l'enfant, mieux les voir, mieux les apprécier. Donc, au niveau des pratiques cliniques, ce qu'on pourrait dire, c'est que les parents ont besoin d'un espace pour exprimer leur vécu, que ce vécu-là ne soit pas jugé. Ce qu'on entend souvent de la part des parents, c'est qu'ils ont l'impression d'être jugés par les intervenants, qu'ils ne se sentent pas toujours compris, qu'ils ont l'impression des fois qu'on les a trouvés négligents et c'est pour ça que c'est arrivé. Donc, d'avoir un espace d'expression qui est non jugemental et qui est normalisant. Fait qu'au fond, les parents aussi ont besoin de soutien émotionnel de notre part comme intervenant. On a besoin d'accueillir la colère des pères et des mères. Là aussi, c'est du soutien émotionnel dont ils ont besoin. Souvent, les thérapeutes, on est un petit peu frileux avec la colère ou avec la rage, alors que de permettre aux parents de l'exprimer, d'utiliser certaines techniques pour qu'ils puissent... moi, je pense entre autres à la technique des 2 chaises en Gestalt où on peut mettre l'agresseur dans la pièce de façon fictive et lui laisser exprimer, écrire des lettres, mais pouvoir verbaliser cette colère-là, c'est vraiment important pour les parents. Comme je vous dis, dans le témoignage des pères, c'est assez frappant comment plusieurs nous ont dit qu'ils sont allés rôder, je ne sais pas si vous dites ça en France, mais vous se promenez autour de la maison, rôder autour de la maison en espérant que l'agresseur sorte pour... Fait que ces pères-là ont besoin de pouvoir exprimer dans votre bureau cette rage-là, sinon ils risquent d'aller l'agir à l'extérieur aussi. Ce qui ne sera pas bon pour eux parce qu'ils vont se retrouver en prison. C'est souvent le petit bout qui les retient. Les rassurer sur les séquelles des enfants aussi. Les enfants, quand on les prend en charge, ils s'en sortent bien.
Les parents ont besoin d'un soutien informationnel, soutenir la recherche des services professionnels au plan physique et psychologique pour eux-mêmes. Comme je vous dis, ils sont très réticents à faire ça en porte d'entrée, mais quand l'enfant va mieux, quand la thérapie est finie pour l'enfant, c'est peut-être un bon moment pour dire aux parents, surtout ceux qui ont déjà vécu aussi des agressions sexuelles et qui n'ont pas eu la chance d'en parler, que c'est peut-être un bon moment pour eux d'aller s'occuper d'eux. Et en s'appuyant sur le fait qu'on a eu du succès avec les enfants, c'est peut-être plus facile de motiver les parents à faire cette démarche-là aussi. Pour les pères, peut-être être plus attentif au vécu particulier, désir de vengeance. Ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup avec les pères de jeunes enfants, de malaise par rapport à jouer avec les enfants. Tu sais, les pères font beaucoup de jeux de chatouille, de jeux de lancer les enfants dans les airs, ou quand ils donnent le bain, faire des chatouilles aussi. Puis il y a des pères qui disaient « j'ose plus toucher à mon enfant ». C'est d'une tristesse inouïe. Donc, essayer d'aider les pères à pouvoir retrouver un contact, un échange physique avec les enfants, sans que les enfants aient l'impression sans eux se sentent agresseurs, sans que les enfants soient abusés d'une quelconque façon. Favoriser des interactions directes père-enfant dans des activités. Donc, pour les soutenir dans l'exercice de leur parentalité, les encourager à être concrètement en relation avec leur enfant. Voilà, je vous remercie beaucoup.